Ce sont des tueuses cosmiques. Cela marque la fin, la mort d'une étoile. Elles donnent lieu à des explosions spectaculaires. Elles sont 100 milliards de fois plus lumineuses que le Soleil. Durant un instant, elles éclipsent toute une galaxie. Ce sont les événements les plus importants dans l'univers depuis le Big Bang. Et en même temps, ce cataclysme cosmique laisse place à une création. Mais si l'une d'entre elles frappait la Terre, la vie s'arrêterait. L'univers est la scène de crime d'une des forces les plus violentes et les plus mystérieuses qui soient, la supernova. Les supernovas, qui signent de façon sensationnelle la mort des étoiles, produisent les plus grandes déflagrations de l'univers. En fait, seule une minorité d'étoiles explosent, mais celles qui font boum explosent en 1000 morceaux. Elles émettent une énergie qui correspond à plus d'1 milliard de fois celle que le Soleil produit dans toute son existence. Cette déflagration spectaculaire relâche dans l'univers de grandes quantités de radiation mortelle. Si une étoile située au centre de notre système planétaire donnait naissance à une supernova et explosait, cela éliminerait certainement toute forme de vie de ce système. Les radiations stériliseraient tout ce qui vit sur n'importe quelle planète. Comme des enquêteurs qui rassembleraient les indices d'un crime cosmique, les scientifiques utilisent dans les règles de l'art les télescopes et la technologie dont ils disposent pour repérer des supernovas et comprendre comment et pourquoi elles surgissent. C'est très intéressant. L'événement a déjà eu lieu avec l'explosion. Nous rassemblons des indices grâce à nos télescopes et nous essayons de comprendre ce qui s'est passé. Les enquêteurs stellaires savent que les supernovas ont une double personnalité. Elles ont un pouvoir de destruction absolu. Et en même temps, elles ont une fonction créatrice essentielle. Quand une supernova se déclenche, l'explosion produit beaucoup de lumière, mais également des éléments lourds, comme par exemple du fer, du calcium, du sodium ou d'autres éléments chimiques du tableau périodique. Ceux-ci viennent d'étoiles qui ont explosé avant la formation du Soleil. Ce sont ces éléments produits par ces gigantesques explosions stellaires qui constituent les planètes, les plantes et les êtres humains. Le calcium de nos os, l'oxygène que nous respirons ont été fabriqués dans les étoiles, puis dispersés dans l'espace. Les ondes de choc issues de l'explosion des étoiles compriment les nuages de gaz à proximité et déclenchent leur effondrement gravitationnel. Par la suite, ils amorcent un nouveau processus de formation d'étoiles, de planètes et finalement d'êtres vivants. Grâce aux indices cosmiques qu'ils ont pu collecter, les spécialistes estiment qu'il se déclenche une grande supernova dans l'univers à chaque seconde. Cela fait quelque chose comme 30 millions par an, et ce depuis les 10 derniers milliards d'années que l'univers existe. L'univers est immense, puisque dans une galaxie type, comme la Voie lactée, on voit apparaître 1 ou 2 supernovas seulement par siècle. Mais personne ne sait quand se déclenchera la prochaine. Nous ne savons absolument pas quand apparaîtra la prochaine. Peut-être demain ou dans un siècle, ou peut-être était-ce il y a 5 minutes. Impossible de savoir. Si le phénomène est proche, nous verrons dans le ciel un événement très lumineux, peut-être plus lumineux que Vénus, que toutes les planètes, ou même que la Lune, ou plus lumineux peut-être que le Soleil. Si la supernova est trop proche, elle peut détruire toute forme de vie. L'éclair anéantit l'atmosphère et brûle tout. Les astronomes surveillent le ciel en permanence. Ils gardent en toutes circonstances un œil attentif sur 2 étoiles de la Voie lactée, susceptibles d'exploser à proximité de la Terre et de provoquer une catastrophe.
Lune est située au cœur de la nébuleuse Eta Carina, à près de 9000 années-lumière de notre planète. Nous savons qu'Eta Carina est une étoile dont la masse équivaut sans doute à 100 fois celle du Soleil. Elle a une durée de vie très courte, et il se peut que sa fin soit pour très bientôt. Bételgeuse, étoile de la constellation d'Orion, est elle aussi destinée à exploser en supernova. Cette supergéante de couleur rouge fait 15 fois la taille du Soleil, et elle est encore plus près de la Terre qu'Eta Carina. Cette étoile est à environ 500 années-lumière. La supernova sera donc éclatante et spectaculaire. Elle pourra même être observée en plein jour. On ne sait pas quand Bételgeuse explosera. Ce pourrait être cette nuit ou dans 10 000 ans. Nous n'en savons rien. Donc il vaut mieux surveiller chaque nuit parce que ce qui est sûr, c'est que cela se produira. Les explosions de supernovas massives ne font pas que détruire et créer des étoiles, des planètes ou des êtres humains. Elles déchaînent aussi une puissante énergie sous forme de rayons cosmiques. Ces particules très chargées en énergie frappent chaque jour notre planète. Et le plus important, c'est qu'elles ont la capacité de modifier son évolution. Nous vivons dans ce que j'appellerais une écologie galactique perturbée. La galaxie est en pleine éruption. Notre planète risque à tout moment d'être touchée. Les experts disent que ces rayons cosmiques peuvent transformer les êtres vivants. Et ils le font. Nous savons qu'il y a des mutations génétiques quand les rayons cosmiques frappent des éléments vivants, car cela perturbe l'ADN cellulaire. Si une supernova se trouvait à proximité de la Terre, nous recevrions beaucoup plus de rayons cosmiques, 100 000 ou 1 million de fois plus qu'à l'ordinaire. Cela peut provoquer la disparition d'une espèce ancienne, mais aussi le développement de nouvelles espèces. Ainsi, une supernova est-elle un agent de changement aussi bien positif que négatif? Les supernovas ayant le pouvoir de créer et de modifier la vie, il est impératif que nous comprenions ce qui fait de ces objets stellaires de véritables bombes à retardement. C'est quoi ça? C'est une supernova. Pour résoudre cette énigme, il est essentiel de procéder à une analyse détaillée de ce qui est éjecté dans le cosmos par une supernova. Je suis content que celle-ci n'ait pas échappé à notre attention, c'est une belle prise. C'est une magnifique supernova. La nature nous dit, voilà, je crée ces objets facilement. Et nous, théoriciens, nous devons comprendre comment elle s'y prend. Comme dans n'importe quelle scène de crime, les indices essentiels résident dans ce qui est laissé derrière, après l'événement. Comme lors d'un coup de feu, des gaz brûlants et des débris d'explosion sont propulsés dans l'espace. Un coup de feu crée une onde de choc dont on entend le bruit assourdissant. La matière est comprimée et chauffée à blanc sous l'effet de l'onde de choc. C'est la même chose dans une supernova. Ces débris explosifs filent à toute allure dans l'espace et entrent en collision avec les matériaux qu'ils croisent. C'est ainsi que se produit l'onde de choc. Cette fantastique explosion stellaire lance à travers l'univers une foule d'indices balistiques de la supernova, des débris cosmiques qu'on appelle des rémanents. L'onde de choc continue à avancer dans l'univers et laisse derrière elle ses rémanents. C'est ce qui donne cette image magnifique d'un choc qui se déplace vers l'extérieur. Les gaz qui constituent cette étoile sont éjectés à une vitesse incroyable, 15 000 km par seconde. Et ils créent ainsi une coquille en expansion qui parfois devient immense. Ces phénomènes avancent pendant des milliers d'années, voire des dizaines de milliers d'années. Donc parfois nous pouvons avoir une vision de l'explosion d'une supernova des dizaines de milliers d'années après l'événement. La collision à grande vitesse de débris stellaires dans une onde de choc produit une chaleur intense et une lumière sur des longueurs d'onde invisibles à l'œil humain. Il s'agit d'ondes radio, d'infrarouges, de rayons X et gamma. Par chance pour les astronomes, des instruments sophistiqués basés dans l'espace, comme les télescopes Hubble, Spitzer et Chandra, leur permettent de les voir.
Chaque instrument et chaque mode d'observation vous donne un aperçu différent de ce qui se passe. Ensuite, vous essayez de rassembler le tout, et cela devient une entreprise intellectuelle. Comme une empreinte digitale, chaque supernova est unique, et elles peuvent être analysées de différentes façons. Nous pouvons mesurer la luminosité de la supernova, c'est ce que nous appelons sa courbe de lumière. Nous prenons aussi une autre mesure que nous appelons le spectre. Nous capturons la lumière d'une supernova dans un télescope et nous la répartissons à l'aide d'un prisme en un petit arc-en-ciel. Ensuite, nous mesurons la quantité de lumière dans chaque couleur ou pour chaque longueur d'onde. Cette analyse nous apprend beaucoup de choses intéressantes comme la composition chimique de la supernova, sa température, la pression et la densité des gaz, sa vitesse d'expansion. Les informations glanées grâce à la courbe de lumière et au spectre révèlent certaines différences entre les supernovas. C'est comme un travail d'enquêteur. À partir de la courbe de lumière et du spectre, vous disposez de différents indices et vous essayez de comprendre de quel type d'étoile il s'agit, pourquoi elle a explosé, quels éléments sont issus de cette explosion et quels peuvent en être les effets. Au fur et à mesure, nous voyons de mieux en mieux ce qu'était l'étoile à l'origine. À l'heure actuelle, nous pouvons connaître la composition de l'étoile au moment où elle a explosé. En comparant les courbes de lumière et les spectres de centaines de supernovas, les spécialistes ont pu les classer en deux types principaux. La supernova de type 1A ne dégage pas d'hydrogène. Ces explosions sont uniformes en taille et en luminosité. La supernova de type 2 dégage de grandes quantités d'hydrogène. Et ces explosions sont très variables en taille et en luminosité. Mais pourquoi y a-t-il des types aussi différents d'étoiles en train d'exploser ? Et pourquoi se dispersent-elles de différentes façons ? Les spécialistes ont concentré leurs efforts pour répondre à cette question bouleversante. Qu'est-ce qui pousse ces monstres stellaires à se détruire eux-mêmes ? Comme des chasseurs de primes à la poursuite de bandits, les astronomes d'aujourd'hui fouillent le cosmos à la recherche de supernovas mortelles. Les yeux rivés sur le ciel, ils appartiennent à une longue lignée d'observateurs. C'est en Chine, en 185 après Jésus-Christ, qu'un homme a aperçu pour la première fois une supernova, il y a 2000 ans. Les astronomes chinois ont conservé méticuleusement les notes sur leurs observations du ciel. Quand quelque chose de nouveau apparaissait, ils en notaient la luminosité, la localisation et la durée. C'est à partir de ces documents impériaux que les enquêteurs d'aujourd'hui ont découvert récemment le rémanent d'une ancienne supernova. Identifié comme RCW86, il est situé dans la constellation du Centaure, près de deux étoiles particulièrement brillantes, Alpha et Bêta du Centaure. 14 siècles plus tard, le premier observateur européen découvrait une nouvelle supernova. Le 11 novembre 1572, un astronome danois de 26 ans, Tycho Brahe, se promenait quand il vit un phénomène stellaire étonnant dans le ciel, en direction du nord, juste à côté du W formé par la constellation de Cassiopée. Il l'a vu et il était le plus grand astronome de son temps. Pourtant, il n'en a pas cru ses yeux. Quelques années après cette vision de Tycho Brahe, son ancien élève, Johannes Kepler, observa à son tour une nouvelle étoile. Il a mesuré la distance entre deux étoiles situées autour du phénomène. Et nous pouvons nous servir aujourd'hui de ces mesures pour retrouver l'endroit exact où l'explosion s'est produite. Quand les enquêteurs contemporains ont examiné de plus près le rémanent de la supernova de Kepler de 1604, ils ont trouvé quelque chose de très étrange. Une analyse précise de la composition chimique des gaz éjectés et en expansion a indiqué qu'il y avait eu deux étoiles qui s'étaient en quelque sorte liguées pour produire une gigantesque explosion.
Comment ce compagnonnage a-t-il provoqué une catastrophe stellaire? Beaucoup d'étoiles sont dans un système binaire. Elles ont un partenaire qui tourne autour d'elles et nous pensons que l'une des deux transfère une partie de sa masse sur l'autre. Les spécialistes ont découvert depuis que le compagnon de ce scénario binaire donnait lieu à ce qu'on appelle une supernova de type 1A. On pense que les supernovas de type 1A sont des explosions de naines blanches. C'est ainsi qu'une étoile comme le Soleil produira une pépite très dense de la taille de la Terre. Quand une étoile comme le Soleil meurt, elle expulse ses couches extérieures, pour ne laisser derrière elle qu'un petit cœur dense de matière dégénérée, qu'on appelle une naine blanche. Les cendres du Soleil vont devenir une naine blanche de carbone et d'oxygène formée de ces débris. Elle va durer éternellement, tout en refroidissant. Mais quand une étoile a un compagnon, tel le complice d'un crime, cela peut mener à la catastrophe. L'étoile transfère sa masse sur cette naine blanche, jusqu'au point où elle devient instable et qu'une fusion se produit en son centre. Ensuite, très rapidement, l'étoile naine blanche, qui est assez morne, va exploser en une supernova extrêmement violente et brillante. Mais pourquoi et comment certaines naines blanches engendrent-elles de telles déflagrations? C'est un jeune astrophysicien très brillant, Subrahmanyam Chandrasekhar, le Sherlock Holmes de l'astrophysique, qui en a eu la perception alors qu'il se trouvait sur un bateau qui le conduisait d'Inde en Angleterre. Au cours de ce long voyage, il s'est servi des domaines nouveaux de la physique quantique et de la théorie de la relativité pour proposer l'idée qu'une naine blanche ne pouvait atteindre qu'une masse maximum limitée. Elle ne peut pas excéder une certaine masse, qui équivaut à 40% de plus que notre Soleil, soit 1,44 fois la masse solaire. C'est ce qu'on connaît sous le nom de limite de Chandrasekhar. Au-delà de celle-ci, il se déclenche une chaîne de réactions nucléaires incontrôlées. Mais pendant des décennies, les enquêteurs scientifiques se sont demandé comment fonctionnait cette chaîne d'explosion et à quoi elle ressemblait. Les modèles informatiques n'ont jamais pu recréer ce qui semblait arriver dans la nature. Mais en 2006, des astrophysiciens du prestigieux Flash Center de l'Université de Chicago ont littéralement craqué le code. Cette équipe a été la première à créer un super programme informatique capable de traiter d'immenses quantités de données. C'était nécessaire pour simuler la complexité des dynamiques à l'œuvre dans l'explosion d'une étoile. Nous appelons cela le calcul haute performance. Certains des ordinateurs que nous utilisons comprennent 128 000 processeurs. C'est exactement comme si 128 000 ordinateurs étaient reliés pour travailler ensemble. Même avec toute cette puissance, les ordinateurs ont dû travailler presque 60 000 heures. Les astrophysiciens ont décidé de ne pas commencer la simulation de l'explosion au centre même de l'étoile. Si nous avons décidé de commencer plutôt un peu à côté du centre, c'est parce qu'il est très peu probable que la flamme brûle exactement au centre, ou quasiment. Il n'y a pas assez de volume à cet endroit, c'est impossible. D'après cette extraordinaire simulation, il suffit d'1 seconde pour qu'une bulle de feu se forme à l'intérieur de l'étoile. On voit apparaître, en plein centre de l'étoile, une bulle qui grandit rapidement, qui se développe, tandis que surgissent les flammes qui brisent la surface de l'étoile. Initialement, la bulle en fusion mesure environ 15 km de large et elle atteint 1800 km à la surface de l'étoile. Elle se propage à la surface de l'étoile à la vitesse de 450 km par seconde. Puis elle arrive au point opposé et produit 2 jets très violents. L'un des jets jaillit vers l'extérieur à une vitesse d'environ 60 000 km par seconde. Un autre jet frappe en direction de l'étoile et met le feu à une onde de déflagration que vous venez de voir et qui traverse l'étoile à toute vitesse. Des températures torrides, dépeintes en utilisant une échelle de couleur standard, atteignent la température inimaginable de 1,648 milliard de degrés Celsius. On peut voir le moment où se produit la déflagration et où elle traverse l'étoile en moins d'une demi-seconde. Cette phase d'incendie prend moins de 3 secondes.
Les analyses révèlent que les supernovas de type 1A sont tout étonnamment similaires par leur taille et leur éclat. Cette explosion équivaut à la déflagration complète d'une masse comme celle du Soleil. Cette simulation par ordinateur, révolutionnaire, montre pour la première fois comment se produit une explosion dans une supernova de type 1A. Mais cela semble être radicalement différent pour une supernova de type 2. En examinant des débris stellaires, un spécialiste a estimé qu'une supernova de type 2 n'était pas liée à une explosion de naines blanches, mais bien plutôt à celle d'une étoile massive en train de mourir, une étoile dont la masse serait 10 fois celle du Soleil. Mais comment fonctionnent ces méga-explosions ? La réponse à cette énigme cosmique est arrivée au milieu du XXe siècle, quand des chasseurs de supernovas ont pour la première fois de l'histoire scruté systématiquement les étendues intergalactiques à la recherche de gigantesques étoiles en train d'exploser. Comme des enquêteurs à l'affût, ils scannent sans arrêt le ciel nocturne, traquant les phénomènes lumineux intenses, révélateurs de la présence de supernovas. Pour assurer cette surveillance, ils utilisent un éventail impressionnant de télescopes de haute technologie, dispersés à travers le globe. Nous avons découvert des supernovas avec des télescopes terrestres. Ceux-ci observent le ciel en permanence à la recherche de nouvelles explosions. La chasse aux supernovas a commencé dans les années 1930. L'astrophysicien franc-tireur Fritz Zwicky a lancé les opérations. Il a été le premier à pratiquer une recherche méthodique, à créer un catalogue et à dénombrer les nouvelles étoiles ainsi que celles qui explosaient. C'est un véritable pionnier de la recherche d'étoiles en train d'exploser. Il a ensuite voulu comprendre ce qu'elles étaient du point de vue de la physique. Des astrophysiciens novateurs ont émis l'idée que ces événements spectaculaires étaient des explosions d'étoiles entières. Zwicky a émis l'idée qu'un certain type d'étoile massive pouvait commencer et exploser au moment où son cœur s'effondrait, puis qu'elle reprenait des forces et générait alors une explosion colossale. Il a dit qu'au cours de l'effondrement, un rémanent compact devrait se former et donner une étoile à neutrons. La matière ordinaire est constituée avant tout de protons, de neutrons et d'électrons. Dans cet effondrement du noyau ferreux, les protons et les électrons qui forment les atomes de fer se combinent pour donner naissance à des neutrons. Une étoile à neutrons est un objet incroyablement dense. Si on prenait un gratte-ciel comme l'Empire State Building de New York et qu'on le compresse jusqu'à la densité d'une étoile à neutrons, il aurait la taille d'une bille. Ils ont une très haute densité. Une cuillère à thé de matériaux d'une étoile à neutrons pèserait plus d'1 milliard de tonnes sur Terre. Aujourd'hui, les spécialistes pensent que seules les énormes étoiles mesurant au moins 10 fois la taille du Soleil ont le potentiel pour générer ce type d'explosion avec effondrement du cœur. L'étoile massive génère de l'énergie en opérant la fusion d'abord de l'hydrogène, puis de l'hélium. Elle fusionne l'hélium en carbone, puis en oxygène, et cela continue jusqu'à obtenir du fer. Le fer constitue le noyau le plus resserré sur lui-même qui puisse exister. Donc, quand une étoile a fabriqué du fer, c'est vraiment la fin. Le noyau ferreux se forme dans les derniers jours de la vie de l'étoile. Ensuite, l'étoile devient tellement massive qu'elle s'effondre sous son propre poids. Et cet effondrement gravitationnel est très rapide. Cela prend moins d'une seconde pour que le cœur de l'étoile s'écrase et passe de la taille de la Terre à celle d'une étoile à neutrons qui mesure 15 à 20 km de large. Mais ce noyau ferreux dense ne s'installe pas paisiblement dans sa nouvelle vie d'étoile à neutrons. Au lieu d'atteindre tout de suite une position en équilibre, cette étoile à neutrons commence à rebondir sur elle-même, comme un gymnaste rebondit sur le trampoline et remonte à nouveau. Cette étoile à neutrons qui rebondit entre en collision avec le matériau qui l'entoure,
et lui transmet une partie de son énergie en provoquant une éjection. Pourtant, contrairement au gymnaste pour qui finalement la gravité l'emporte et le ramène sur Terre, pendant que le cœur s'effondre, une autre force continue à diriger l'éjection vers l'extérieur. Maintenant, quelle est cette force mystérieuse qui a provoqué cette déflagration dans l'espace ? Les spécialistes ont calculé que pour qu'une explosion réussisse, il fallait encore un élément. Et ils ont soupçonné les neutrinos, ces particules fantômes de charge nulle, dont on devine l'existence, mais qui n'ont jamais été observées. Les astrophysiciens pensent qu'au cours de l'effondrement du cœur, les électrons sont poussés si près des protons dans les noyaux des atomes qu'ils se combinent pour devenir des neutrons. Et dans ce processus, ils libèrent ces minuscules particules mystérieuses, les neutrinos. Les neutrinos sont un type de particules très intéressantes. Ils n'ont aucune charge électrique, donc ils n'interagissent pas avec la lumière. Ils n'entrent en action qu'avec ce que les physiciens appellent la force faible. Et le nom est bien choisi. Il signifie que ces particules peuvent traverser la Terre sans encombre. Ils peuvent traverser des blocs importants de matière. Ils sont comme des fantômes. Ils traversent les objets. Pendant des siècles, les astronomes ont étudié les rémanents de supernovas dans les galaxies lointaines, des événements passés depuis longtemps. Mais en 1987, ils se retrouvent aux premières loges d'une explosion même. C'était la supernova la plus brillante qu'on ait vue en près de 4 siècles, longtemps après le développement du télescope. Nous pouvons donc utiliser tout l'arsenal dont nous disposons pour étudier cette fantastique explosion. En 1987, a lieu non loin de notre galaxie, l'événement stellaire le plus fantastique depuis l'invention du télescope. Le premier à en être témoin est le jeune astronome chilien Oscar Duhalde. Cette chance pour lui et pour l'astronomie se produit dans la nuit du 23 février 1987. Oscar Duhalde, opérateur au télescope de Las Campanas, mit de l'eau à chauffer pour se faire un café. Et en attendant, sortit admirer le ciel. Une fois dehors, il regarda le grand nuage de Magellan qu'il connaissait très bien, et il remarqua une étoile supplémentaire. C'est ainsi qu'il a pu admirer l'explosion d'une supernova de ses propres yeux. Quand une étoile explose, les astrophysiciens, comme des enquêteurs sur un crime, savent que les premières heures sont critiques. En 1987, quand est apparue cette supernova, la plus proche depuis 4 siècles, ils savaient qu'ils devaient agir vite. Elle n'était qu'à 170 000 années-lumière, un simple jet de pierre pour un astronome. La supernova 1987A était dans ce qu'on appelle le grand nuage de Magellan, une galaxie naine qui tourne autour de notre Voie lactée et qui est beaucoup plus grande. Bien qu'elle soit la première supernova de l'année, cette étoile exceptionnelle en train d'exploser tout près de la Terre a simplement été nommée SN 1987A. Mais cette fois, sur toute la planète, des dizaines d'astronomes chevronnés étaient prêts à entrer en action. Avec leurs équipements et leurs télescopes sophistiqués, ils tournent leur attention et leurs appareils vers les cieux et examinent attentivement la supernova 1987A. Sachant que l'explosion d'une étoile est à son maximum dans les premières heures et qu'elle émet beaucoup d'ondes de lumière ultraviolette, les détectives cosmiques se jettent dans l'action. Nous avons vu de la matière se déplacer extrêmement vite, à 1/10 de la vitesse de la lumière. C'était l'étoile qui était en train d'exploser. Les scientifiques avaient leur explosion, maintenant ils voulaient connaître le nom de la victime. Ils ont compulsé un catalogue qui recense toutes les étoiles connues et leur position dans le ciel. Et ils sont tombés sur celle qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé quelle était l'étoile en train d'exploser.
Elle s'appelait SK-60202. Ils ont aussi pu déterminer qu'il s'agissait d'une énorme étoile, dont la masse était 20 fois celle du Soleil. En examinant la preuve spectrale, les scientifiques ont pu voir de fortes lignes d'hydrogène. SN 1987A portait les marques distinctives d'un effondrement du cœur d'une supernova de type 2. Mais pour confirmer leurs soupçons et prouver cette théorie de l'effondrement du cœur, il fallait trouver un élément supplémentaire. Les spécialistes avaient besoin de neutrinos, ces particules fantômes dont ils avaient prévu qu'elles seraient libérées pendant l'explosion. Or, au début des années 1980, on avait construit quelques détecteurs de neutrinos dans le monde. C'étaient des réservoirs remplis de tonnes d'eau et situés dans les profondeurs. Mais ils n'avaient jamais capturé un seul neutrino de supernova. Nous avions depuis longtemps une hypothèse selon laquelle la majeure partie de l'explosion d'une supernova avec l'effondrement du cœur se transformait en neutrinos. Mais nous ne les avions jamais vus, ces neutrinos. Poursuivis par la chance, le 23 février 1987, ils attrapent leurs neutrinos. 2 détecteurs, l'un près de Kamika au Japon et l'autre au fond du lac Erie dans l'Ohio, capturent une douzaine de ces particules insaisissables. On a utilisé des détecteurs de lumière placés dans ce volume d'eau pour voir le petit flash provoqué par le neutrino lorsqu'il entre en interaction avec la matière à l'intérieur du réservoir. Pour la première fois, des scientifiques avaient la preuve tangible de l'existence des mystérieux neutrinos générés dans le cœur d'une étoile en train d'exploser. Aujourd'hui, les astronomes savent que les théories émises dans les années 1930 étaient exactes. La supernova 1987A a montré sans le moindre doute que le noyau de fer massif de l'étoile s'était effondré et avait formé une étoile à neutrons parce qu'au cours du processus, une foule de neutrinos avait été créée. Avec le déploiement dans l'espace de puissants télescopes, les astronomes ont pu travailler dans le sillage des découvertes étonnantes liées à la supernova 1987A. En 2006, l'astronome Robert Quimby, âgé de 30 ans, allait de nouveau bouleverser les idées admises et révolutionner la façon dont les astronomes traquaient les supernovas. Pour la plupart des chasseurs de supernova, il s'agit d'en trouver le plus grand nombre possible. Ils vont observer une fois tous les 15 jours ou toutes les semaines. On peut en effet en trouver en scrutant le plus d'étendues possible. Moi, j'ai décidé de me limiter à un certain nombre d'étendues et de les regarder aussi souvent que je peux. Le détective cosmique, plein d'initiatives, a programmé son télescope robot pour qu'il balaye systématiquement, chaque nuit, la zone qu'il a choisie. Comme un projecteur interstellaire, il scanne méthodiquement le même petit coin sombre du cosmos à la recherche de supernovas. J'ai des logiciels qui peuvent très rapidement analyser les données et me dire s'ils voient quelque chose qui n'était pas là auparavant. Quand cela se produit, si je pense que cela pourrait être une supernova, je vais en étudier le spectre. Il m'indiquera exactement ce que c'est, si c'est une supernova, de quel type, etc. Le 18 septembre 2006, Quimby effectue sa grande découverte. Il découvre la supernova la plus brillante qu'on ait jamais vue. C'était ma 4e supernova et je considérais que cette chance me revenait. Les autres ont regardé les spectres et ils ont commencé à prendre leurs propres mesures de photométrie, à regarder quel était son éclat. Et ils ont finalement dit que 2006 GY était plus vive qu'aucune autre supernova recensée. Elle a duré plus de 2 mois, 70 jours au maximum de sa luminosité, et puis elle a pâli. Cette supernova, telle qu'on n'en avait encore jamais vue, avait été découverte par un étudiant de 4e année de l'Université du Texas. L'analyse d'un rémanent a indiqué que l'étoile, avant d'exploser, mesurait 100 fois la taille du Soleil. Et étant donné la grande quantité d'hydrogène qui apparaissait dans son spectre, cette supernova portait la marque d'un événement de type 2. Et puis, Quimby se surpassa. Après avoir analysé une supernova insignifiante, nommée SN 2005 AP,
qu'il avait découverte auparavant, il fit une découverte stupéfiante. Elle est à peu près 100 milliards de fois plus brillante que le Soleil. Si on observe une supernova de type 1A, son pic de luminosité n'atteint que 6 milliards de fois celui du Soleil. Elle était encore plus éclatante que SN 2006 GY. La découverte étonnante de ces nouvelles supernovas, aussi lumineuses que 2005 AP et les autres, a ouvert un nouveau champ d'exploration pour les chasseurs d'étoiles en train d'exploser. Notre idée de base, c'est que tout cela est peut-être lié au sursaut de rayons gamma. Les rayons gamma sont la forme la plus puissante de lumière que l'on connaisse dans l'univers. En analysant les supernovas, les enquêteurs ont été plus proches que jamais de résoudre certaines énigmes déconcertantes du cosmos. Comment l'une peut-elle produire des rayons gamma et l'autre n'être qu'une supernova ordinaire? Cela demeure un grand mystère. Ce que les astronomes savent, c'est que les supernovas et les sursauts gamma qui leur sont associés sont les signaux les plus lumineux de l'univers. Dans les étendues galactiques, les supernovas servent de poteaux indicateurs célestes. Elles indiquent aux astronomes le début et la fin du temps et de l'espace. Le puissant satellite Swift de la NASA, lancé en 2004, a été spécifiquement conçu pour balayer le ciel et détecter les sursauts gamma dans l'univers. Tels des secouristes cosmiques, les astrophysiciens du centre de vols spatiaux Goddard de la NASA attendent à Baltimore, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un appel d'urgence de Swift. Moins de 2 minutes après que Swift ait découvert un sursaut gamma, le satellite envoie des emails directement sur nos BlackBerry. Quand une supernova récente, recensée comme SN 2006 AJ, est apparue, le satellite Swift a capturé les rayons gamma qu'elle avait générés. Ce sursaut gamma était très intéressant, en particulier parce qu'il était de très longue durée. En général, c'est un phénomène qui dure très peu de temps, entre une fraction de seconde et quelques secondes. Mais celui-ci a été visible pendant environ 35 minutes. Et 3 jours plus tard, nous avons vu exploser une supernova au même endroit. C'est la solution d'un des grands mystères des sursauts gamma. Nous avons découvert que certains d'entre eux étaient liés à des étoiles en train d'exploser. Aujourd'hui, les astronomes observent des centaines de supernovas et les sursauts gamma mortels qu'elles génèrent. Dans les étendues cosmiques, les spécialistes utilisent ces poteaux indicateurs stellaires pour établir les limites et l'ampleur de l'univers. On peut se servir des supernovas pour explorer l'univers parce qu'elles sont très faibles et très lointaines. Avec elles, on peut étudier les courbures, l'espace, le temps et tout le cosmos. Par exemple, si vous êtes sur une autoroute déserte et que vous regardez les phares d'une voiture, vous pouvez dire celles qui sont proches et celles qui sont éloignées en fonction de l'éclat de leurs phares. Celles qui sont proches brillent plus que celles qui sont plus loin. En mesurant systématiquement à quelle distance sont les objets, on peut connaître la taille, l'âge, la forme, l'histoire et l'avenir de l'univers. Il s'avère que ce sont les supernovas de type 1A qui s'y prêtent le mieux. Ce qui est vraiment intéressant à propos des supernovas de type 1A, celles qui sont des naines blanches en train d'exploser, c'est qu'il y a cette masse fixe, cette masse de Chandrasekhar qui indique l'amplitude de l'explosion et la quantité de matière concernée. La conséquence, c'est que beaucoup d'entre elles ont plus ou moins la même luminosité. Si l'explosion d'une supernova de type 1A produit toujours la même quantité de lumière, alors nous pouvons, en mesurant sa luminosité, savoir à quelle distance elle se trouve. C'est le principe de la bougie standard. Les supernovas de type A sont comme des bougies standards. Elles ont toutes la même puissance et le même pic de luminosité. Lorsque vous les observez de distances différentes, elles semblent avoir une luminosité différente. Elles ont l'air plus faibles si elles sont plus loin et plus brillantes si elles sont plus proches. Ainsi, quand nous trouvons une supernova de type 1A dans une galaxie lointaine, nous mesurons sa luminosité apparente.
Et en la comparant avec la puissance d'une supernova de type A plus proche et déjà recensée, nous pouvons déterminer à quelle distance est la première supernova et par conséquent sa galaxie. Cette technique novatrice a aussi conduit les enquêteurs cosmiques à quelques conclusions radicales. On peut, à partir de la distance des supernovas, comprendre l'activité de l'univers et son âge. Nous savons maintenant, grâce à différents indices, qu'il a un peu moins de 14 milliards d'années. Mais surtout, nous avons découvert qu'il était en train d'accélérer, alors que nous pensions qu'il ralentissait sous l'emprise des matériaux gravitationnels. Cette découverte a provoqué une véritable révolution intellectuelle. Comme si, quand on lançait une balle vers le plafond, elle revenait dans la main, puis retournait vers le plafond de plus en plus vite. Tous les manuels d'astronomie disaient que l'univers allait ralentir. La gravité devait freiner le rythme d'expansion. Mais ces résultats ont montré qu'au lieu de ralentir, il était en fait en train de s'élargir de plus en plus vite. L'examen des supernovas a permis aux spécialistes de résoudre plusieurs grandes énigmes cosmiques. Ils pensent qu'en continuant à observer les indices laissés par les étoiles massives en train d'exploser, ils pourront apporter des réponses à de nouvelles énigmes. Aujourd'hui, les spécialistes savent qu'un jour prochain, chacun d'entre nous pourrait être le témoin de la force incroyable d'une supernova. Notre galaxie a une largeur de 100 000 années-lumière. Cela veut dire que la lumière d'un millier de supernovas se dirige vers nous. Certaines pourraient même venir de notre Voie lactée. Dans notre galaxie, nous nous attendons à avoir une moyenne de 2 explosions de supernovas par siècle. Le problème, c'est que la dernière supernova que nous ayons vue date d'à peu près 4 siècles. Notre galaxie a pris beaucoup de retard. Si cela surgissait dans notre galaxie, nous serions comme Tycho Brahe, Kepler, Chandrasekhar et Zwicky, témoins de la force à la fois la plus destructrice et la plus créatrice de l'univers. La supernova.